Donc dans notre esprit, et c'est bien l'esprit de la réforme, j'ai plus de critères qui me permettent de dire ces élèves-là sont dans telle classe parce que c'est des S, et puis ces élèves-là c'est dans telle classe parce que c'est des ES et des L, ou mélangés ou pas, parce que des fois ils sont mélangés, les ES et les L. Et donc ça va nous permettre de travailler sur la mixité, la réelle mixité de classe, hein, en termes de constitution, notamment sur les 16 heures de tronc commun, sur la mixité de genre, de niveau, et puis aussi de social. C'est-à-dire qu'on a quand même un système qui aujourd'hui centre sur la série S les catégories les plus favorisées. C'est ça aujourd'hui la réalité des séries générales. Donc les plus favorisés en S. Le plus souvent, les élèves ils vont faire des choix cohérents, parce que ils font des choix qui sont à plusieurs variables. Il y a la question de ce que font leurs amis, il y a la question de là où ils sont bons, il y a la question de ce qui correspond un peu à une vague idée qu'ils peuvent avoir de leur projet professionnel universitaire qui n'est pas forcément encore affiné. En seconde, quand même, on a 14 ans, donc c'est pas encore là où tout est déjà bien clair. Donc après ça, les élèves font souvent des choix très cohérents. Ce qui nous remonte des établissements, c'est que la moitié des élèves continuent à faire des choix de type maths, physique, chimie, SVT pour la première, qui correspondent aux 50% d'élèves qu'on a déjà en bac S. Alors qu'on aurait préféré justement que les élèves fassent des choix plus mixtes. Mais ça prendra du temps aussi, c'est peut-être ça. Je pense qu'on verra les vrais effets, et aussi dans les petits établissements et dans tous les établissements, les effets dans plusieurs années. La première année, je pense qu'on va quand même aller vers... Les gens vont se raccrocher à ce qu'ils connaissent. Et d'ailleurs, sous la pression des familles, les jeunes, on va les obliger à recréer les filières les premières années. C'est pour ça que les sondages qui ont été faits en fin de premier trimestre sur ce que voudraient faire les élèves l'année prochaine comme spécialité, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. Cet âge-là, ça c'est un débat qui existe depuis des années, mais choisir dès 15-16 ans, parce que certains ont même encore que 15 ans, choisir un choix de carrière dès ce niveau-là, tous les élèves n'en sont pas capables. Des élèves qui sont pas encore... Enfin, il y a une maturité qui n'est pas encore là chez certains élèves pour savoir ce qu'ils veulent vraiment déjà faire. Pour des personnes qui sont éloignées de l'école, le fait de choisir une spécialité mathématique plutôt que de choisir une filière, à mon sens, est plus simple à comprendre. Dire votre enfant va faire de l'histoire, des mathématiques et des sciences physiques, ça veut dire quelque chose. Votre enfant va faire un bac ES. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas fait d'études en France, ça ne veut rien dire du tout. Un élève qui allait en L, il avait quand même une difficulté à entrer dans certaines formations. Et évidemment, et c'est pas complètement absurde non plus. C'est-à-dire qu'on construit progressivement depuis la classe de seconde, au fur et à mesure, une spécialisation, 3 spécialités en première, 2 en terminale, qui ont un lien logique avec ce que j'ai envie de faire après. Donc c'est pas complètement absurde. Et je vois pas en quoi c'est sacrifier une génération, en tout cas plus que quand on choisit S, ES ou L. Et d'ailleurs, la question ne se pose pas du côté des voies technologiques. Ça ennuie personne qu'un élève s'engage dans une série STMG ou dans une série STI 2D. Par contre, ça ennuie beaucoup qu'on ne spécialise pas la série générale. C'est ça que je ne comprends pas dans l'idée des collègues qui disent qu'on va sacrifier une génération. Je ne vois pas en quoi on va sacrifier une génération. On va adapter le système et l'univers post-bac va s'adapter à son nouveau mode d'organisation. Et l'intérêt de construire encore une fois ces études progressivement avec des contenus en lien entre le pré-bac et le post-bac, ça a quand même du sens, me semble-t-il. L'incertitude qu'on a et qu'on aura encore un moment, c'est quelles conséquences un choix de spécialité peut avoir sur la poursuite d'études, parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que si je ne prends pas maths en première, je vais être impacté sur ma capacité à suivre tel ou tel type de formation en post-bac? Et ça, c'est évidemment un sujet central et un sujet d'inquiétude de la part des enseignants, des familles et des élèves. Dans l'idéal, en tout cas c'est le souhait qu'on aurait dans cet établissement-là, c'est de pouvoir proposer à un élève de choisir vraiment sa triplette de spécialité. Et puis à partir de là, organiser l'emploi du temps pour que pendant que certains feront art, d'autres feront maths, d'autres feront littérature, et après on se retrouve quand on a le tronc commun ensemble. Voilà. On a commencé à projeter des emplois du temps et regarder un peu concrètement ce que ça pourrait donner.
on a l'impression qu'on est capable de le faire. Donc, tout en respectant aussi, parce que c'est une part importante, les vœux des enseignants, puisque ça fait partie de l'équation quand on fabrique un emploi du temps. Dans les établissements de plus petite taille, les contraintes seront beaucoup plus importantes. Donc, parce que justement, on ne peut pas créer de sous-ensemble. Là, par exemple, sur un bloc de 7 classes, on est capable de faire un alignement avec 4 classes et puis un alignement avec 3 classes. C'est un peu technique, mais voilà. Quand on n'a que 4 classes et qu'on a 7 spécialités, il faut retrouver le mode d'organisation qui permette à chaque élève qui permettra de proposer à chaque élève toute combinaison possible. Mais la seule façon de s'en sortir, c'est de faire à chaque fois, quand on est en groupe de spécialité, des plus petits ensembles. Donc, et ça, il faut les moyens de le faire, parce que ça coûte. Plus on fait des petits groupes, plus on consomme d'heures pour faire des groupes. Est-ce qu'on va avoir plus de profs devant des petits groupes d'élèves? C'est impossible, vu qu'un établissement reçoit par exemple 700-800 heures pour faire fonctionner une année scolaire. Bon, et bien s'il reçoit, comme c'est le cas avec cette réforme, en moyenne 5 à 10% en moins, eh bien les classes seront plus chargées, c'est-à-dire qu'on aura des classes non pas à 32 mais à 34 élèves. Avec des classes, une dotation moindre. Par exemple, si j'ai une dotation de 700 heures au lieu de 800 heures d'enseignement à distribuer à mes professeurs, eh bien, je ne peux pas mettre 10 heures dans l'accompagnement personnalisé, 10 heures dans le dédoublement. Le dédoublement, c'est le fait de diviser une classe en groupes. Je ne peux pas mettre non plus 10 heures pour la co-animation, c'est-à-dire pour que l'enseignant d'histoire géo et de lettres fassent un cours ensemble. Donc avec une baisse de moyens, c'est impossible de mieux s'occuper des élèves, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a une carte des enseignements qui fait que, par exemple, j'ai fait l'option art, elle n'était proposée que dans un établissement de mon bassin. D'autres élèves font des options art appliquées qui sont carrément dans un seul établissement de l'académie. Ça existait déjà. Là, ce problème, justement, est pris à la racine puisqu'on fait une carte globale. Donc ça, c'est intéressant. On propose dans certaines villes, est-ce qu'il y a des enseignements qui puissent être assurés ensemble? Ça complique les emplois du temps de faire comme ça, mais ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas si c'est vraiment possible en termes de transport en commun à l'échelle de 30 minutes. On peut discuter. Par contre, quand on commence à parler de 10, 20, 30 km, là on est sur de l'absurde, donc on a clairement dit qu'il fallait plus de moyens pour les établissements isolés. On a effectivement des secteurs où il y a une vraie logique de coloration d'établissements et d'histoire. Donc on a des établissements qui historiquement ont été plutôt scientifiques et technologiques, d'autres plutôt littéraires. C'est le cas en province, mais c'est aussi le cas à Paris. Dans ce cas-là, effectivement, on peut imaginer que la logique de proposition des spécialités dans ces établissements-là va être assez cohérente et proche de l'existant. Et donc, de ce fait, un travail doit être mené entre les établissements pour justement des glissements d'élèves qui souhaiteraient poursuivre leur parcours ailleurs, avec la logique d'internat ou pas, et puis potentiellement, mais c'est qu'encore une fois, d'un point de vue technique complexe, la possibilité de suivre une spécialité dans un établissement et puis une autre spécialité dans un autre. Mais ça veut dire se mettre d'accord sur des créneaux horaires, et c'est difficile. Mais je pense qu'on y viendra sur des choses un peu spécifiques, genre peut-être le théâtre ou l'art plastique qui ne seront pas répandus dans beaucoup d'établissements. Dire à un élève que, par exemple, le lundi, mardi, il va être dans tel établissement, le mercredi dans un autre établissement, ça peut s'adapter bien dans des villes moyennes ou des grandes villes, où il y a par exemple des moyens de transport ou des choses qui permettent à un élève de se déplacer facilement. Mais quand on arrive, par exemple, je viens de Bourgogne, moi à la base, on a un lycée toutes les à peu près 1 heure de voiture. Nous, on se demande comment ils vont faire ça. Est-ce que de nouveaux transports vont être adaptés? Est-ce que ça va encore être aux familles de devoir prendre en charge ces déplacements? Comment ça va être adapté? Parce que c'est quelque chose qui va être non seulement pénible et désavantageux pour l'élève, de devoir rallonger ces temps de transport qui sont déjà extrêmement longs quand on va au niveau de la province. Je pense, en tout cas, il y avait une volonté du ministre de développer les internats. Et ça, je pense que c'est une solution à creuser, puisque, ne serait-ce que du fait des contraintes budgétaires, on ne pourra pas
On ne va pas pouvoir offrir une spécialité qui sera demandée par 4 ou 5 élèves dans un établissement, ce n'est pas viable. Donc il faut développer les réseaux d'établissements. Quand on a la chance d'avoir des établissements qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres, pouvoir permettre aux jeunes de se déplacer entre les établissements, pourquoi pas pour suivre une spécialité dans un autre établissement. Sur les transports, ce qui se passe, c'est que ce n'est même pas de la responsabilité du ministère, c'est de la responsabilité des régions. Donc là, on arrive à une problématique réellement politique, des régions qui doivent travailler avec les départements et avec l'éducation nationale pour avoir des réseaux de transport suffisamment développés. Il n'empêche que cette réforme doit pousser les régions et le ministère à faire en sorte que le maillage territorial de l'offre doit être bien meilleur qu'il ne l'était jusqu'ici. Sur le CNED, on n'est pas convaincu par un enseignement à distance pour un grand nombre d'heures. Concrètement, le cours, c'est aussi un contact humain, c'est aussi un accompagnement humain qu'on ne peut pas remplacer par un biais numérique. Mais ça existe déjà dans certaines langues rares, le fait de pouvoir y accéder par le biais du CNED. Donc c'est juste que pour nous, on ne peut pas passer à l'échelle industrielle. D'ailleurs, le CNED n'a pas vraiment les moyens de l'assurer à une échelle industrielle aujourd'hui. Déjà, suivre les cours à distance, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui aide les élèves. Parce que des élèves, certes, ceux qui sont vraiment intéressés, qui sont prêts à travailler, vont le faire. Mais on a toujours une partie d'élèves qui ont du mal à travailler, qui ont besoin d'avoir, qu'on les aide, qui ont besoin d'avoir un professeur qui soit là pour, pas les motiver, mais les permettre d'être concentrés sur le travail, leur expliquer, les aider. Et ça, des cours à distance, on perd ce contact avec un professeur qui peut répondre à nos questions et nous aider. Le CNED peut être la solution pour aider à faire l'aide personnalisée. Pour aider les jeunes sur des points précis, mais suivre une spécialité par le CNED, on parle quand même de jeunes 15, 16, 17 ans. On n'a pas des jeunes de 22 ans en master. Donc pour nous, le CNED est un complément, mais c'est pas la solution. On a voulu en discuter avec Monsieur le ministre. Il nous a répondu que pour le moment, les choses n'étaient pas prévues. Il faudrait voir. Il nous a répondu que le premier bac serait en 2021, que les premières pas filières du coup, mais spécialités apparaîtront que l'année prochaine. Donc il faudra attendre au moins l'année prochaine, voire la fin d'année prochaine, voire celle d'après, que ces spécialités soient en place depuis 1 ou 2 ans, avant de pouvoir parler de nouveaux transports ou d'adaptation. En fait, la réponse qu'on a eue, c'est qu'il faut attendre de voir ce que ça donne, comment se débrouillent les élèves, avant d'agir pour leur proposer des moyens de les aider. S'ils veulent tester sur la première et deuxième année, comment ils se débrouillent, comment ils s'en sortent, avant d'essayer d'adapter pour les prochains. Alors on est inquiet parce que nous, de notre côté, on tente d'être productifs, les lycéens, les parents, d'autres organisations ont fait des propositions, notamment chez les chefs d'établissement, mais on a peu de retours de la part du gouvernement. Donc on a d'un côté des gens qui ont envie de négocier, de l'autre côté un gouvernement qui n'a pris aucun amendement sur les programmes, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc on est assez inquiet sur la réussite de cette réforme. On pense que malheureusement, d'un côté, les moyens ne sont pas mis pour la faire réussir, et que de l'autre côté, le gouvernement ne prend pas assez les bonnes idées pour améliorer la réforme qui a été proposée. Le syndicat que je représente a justement demandé au ministère de nous montrer globalement comment pouvaient s'organiser les enseignements de spécialité et nous montrer à travers la mise en œuvre d'un vrai emploi du temps comment ça allait pouvoir s'organiser. Donc on attend la réponse du ministère sur ces questions-là, qui a depuis le début été sollicité pour une partie technique, pour nous montrer que c'est possible, puisqu'encore une fois, dans les petits établissements, et principalement sur ce scénario de petites structures, on a quelques inquiétudes sur la faisabilité sans faire disparaître des contraintes de type vœux des enseignants. Par exemple. Le ministère est en train de trouver les ressources justement de collègues qui ont les capacités techniques de les aider à prouver que ça va marcher. Donc, parce que notre inquiétude aujourd'hui, elle est surtout
sur la faisabilité technique, pas sur l'esprit. L'esprit, on le partage, on en est, encore une fois, plutôt favorable. Mais sur la capacité derrière à le décliner pour de vrai, dans la vraie vie d'un établissement scolaire, on a cette petite angoisse sur les petits lycées.